Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, je suis très heureux de vous retrouver dans la tournée Spark 360, cette nouvelle semaine, une nouvelle invitée d'exception. Soyez le bienvenu les amis, très très heureux. Il y a un peu de vent derrière, j'espère que ça va s'entendre. Aujourd'hui on va être avec Mathieu Thomas en direct qui va nous partager son histoire inspirante. Vraiment un athlète incroyable, il va pouvoir nous partager tout ça, 13 fois champion de France de para-badminton, champion d'Europe, troisième mondial. Vraiment un parcours extraordinaire. Donc, alors, est-ce que j'ai reçu une petite invitation? Alors, Mathieu, est-ce que tu es en ligne? Alors, les amis, on est en train de se mettre, en train de se connecter. Je vais monter le son. Hello Yes. Jonathan, Salut Mathieu. ça va Comment tu vas? bien? Ça va bien, super. Ça va? Tu es en Ouais, ouais. forme? Ouais, je me pose un petit peu. Là, je suis au centre où je m'entraîne au Krebs d'Île-de-France. Et voilà. Super. Eh bien, écoute, Je me Mathieu, pose déjà, je vais te dire bien. grand merci à toi d'avoir accepté ce petit échange, cette interview sur ton parcours de sportif qui est quand même assez incroyable. Donc, merci à toi pour ton temps et de nous partager un petit peu de ton histoire et de ton parcours. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci à toi et bienvenue à tous les amis aussi qui passeront par là entre midi et deux. Mathieu, première question que je te vais te poser, peux-tu nous dire qui tu es un petit peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Alors qui je suis? Bah, je m'appelle Mathieu. Mon nom de famille c'est Thomas et en fait je suis actuellement sportif de haut niveau en para-badminton. Je me suis dédié et lancé dans ce projet-là. Euh, j'ai commencé maintenant il y a presque 10 ans, ce sport. Donc assez tard parce que aujourd'hui j'ai 37 ans, donc j'ai commencé très tard le sport de haut niveau. Et en fait j'ai commencé tard tout simplement parce que à l'âge de 17 ans j'ai eu un cancer. J'ai une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. Et dans cette tumeur passait le nerf crural, donc c'est le nerf qui alimente le quadriceps. Et pour enlever la tumeur, ils sont obligés de couper le nerf. Et en enlevant le nerf, du coup, ce que ça fait, c'est que bah, ça me laisse une paralysie sur cette cuisse. Donc, je n'ai plus de sensibilité, j'ai plus de motricité non plus sur cette cuisse. Et ce qui se passe, c'est que bah, je suis en situation de handicap. Situation de handicap à l'âge de 18 ans. Et moi qui étais sportif, mais plutôt dans le basket à l'époque, bah, j'arrête un peu le sport, je me consacre plutôt aux études. Et c'est à l'âge de 30 ans que je me dis qu'en fait, qu'est-ce que je peux faire de plus grand dans ma vie ou qu'est-ce qui pourrait me challenger. J'avais besoin de challenge à ce moment-là. Et c'est ce moment-là que je me lance le projet de faire les Jeux paralympiques. Et en me lançant ce sport-là, en me lançant ce défi-là, je me dis bah, quel sport je peux faire. Et je faisais du badminton depuis 2 ans seulement. Ça me plaisait. Je vois qu'il y a des championnats de France en para qui se lancent en France. C'est tout nouveau aussi. Et c'est à ce moment-là que je décide de me lancer dans l'aventure du para-badminton via les championnats. Waouh, incroyable, incroyable. Ben, on va revenir sur tout ça aussi. Ouais, Déjà sur le début de ton histoire, comme tu disais quand même quand tu étais jeune, donc ouais, tu faisais du sport, du basket, ouais. etc. Euh, Comment ça se passe le jour où tu apprends déjà ben, que tu as un cancer, une tumeur, etc. Comment ça se passe pour toi et comment tu arrives à rebondir face à cet événement-là? Bah, ça se passe 17 ans, donc pour revenir un peu en arrière, c'est l'année de mon bac. En fait, on découvre. En plus, c'est suite quand je reviens de colonie de vacances. En fait, j'étais avec mes copains et en maillot de bain, ils me disent tiens, c'est bizarre, t'as une jambe plus fine que l'autre. Alors c'est moins prononcé qu'aujourd'hui, parce que là j'ai vraiment mon muscle qui est à zéro, mais j'avais déjà une petite fonte musculaire. Mais je m'étais pas rendu compte vraiment. J'avais des petites douleurs neurologiques, mais pareil, je pense qu'à 17 ans, on connaît pas encore bien son corps. Ou en tout cas, je faisais pas du sport de haut niveau comme aujourd'hui, qui me permet de vraiment être à l'écoute de mon corps. Donc je savais pas trop ce que j'avais. Donc on voit ça et juste le médecin me fait. Donc je vais voir le médecin pour lui dire bah, tiens c'est bizarre, j'ai une jambe plus fine que l'autre. C'est peut-être à cause du sport ou parce que je pensais avec le basket j'avais une jambe d'appel ou tu sais un peu comme au tennis
quand tu es droitier, tu as un bras plus fort que l'autre et qui bosse plus. Donc je pensais que c'était juste ça et en fait ils se rendent compte que j'ai plus le réflexe rotulien là. Tu sais quand on te met le petit coup de marteau et t'as la jambe qui se lève tout seul. Moi je l'avais plus ça. Donc plein d'examens et puis en faisant une IRM on se rend compte que j'ai cette grosse tumeur dans le ventre. Donc à ce moment-là en fait ce qui se passe c'est que bah ça a un peu tout bousculé en fait. Même mon année du bac, c'est que le médecin, j'ai une anecdote là-dessus, il m'avait fait rire à ce moment-là. Enfin, rire, pas vraiment, mais euh, il me dit bon voilà, c'est une tumeur, il faut faire une biopsie. Et dans cette biopsie, on verra si c'est cancéreux ou pas du tout. Et il me dit bon, on programme ça pour la semaine prochaine. Et moi je lui fais non, moi la semaine prochaine c'est pas possible, j'ai bac blanc. Et lui, il me fait, mais jeune homme, dans la vie, il y a plus important que le bac. Alors quand tu as 17 ans, il faut juste remettre dans le contexte. À 17 ans, quand tu as tous tes profs qui disent à la fin de l'année, il y a le bac, c'est hyper important, et que tu as un médecin qui dit il y a plus important que dans ta vie, tu dis en fait, c'est grave. Et lui, il l'avait su avant même la biopsie, donc c'est un peu comme ça. Lui m'a bien préparé en fait à tout ça. Il m'a préparé à cette annonce que j'allais avoir un cancer et au final ça m'a réconforté. En tout cas, je me suis dit je suis prêt à affronter quelque chose de grand. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Il m'a préparé à ça et le jour où j'ai vraiment eu l'annonce que que j'avais un cancer, que c'était officiel avec la biopsie, bah j'étais prêt. Il m'avait déjà préparé mentalement à affronter ça. Donc je le remercie déjà. Non, Mais incroyable. comme quoi c'est important cette préparation mentale Ah, déjà. c'est incroyable cette histoire. Euh, je connais des personnes qui ont eu un peu comme ça aussi du jour au lendemain. T'es pas bien, t'as quelque chose, on t'annonce ça et c'est vrai que c'est lourd, c'est lourd. Et comment ça se passe pour toi pour la suite? Comment ça se passe par la suite? Tu fais ton opération, Ah, en fait, ce qui se tu passe, fais c'est là. que je passe 6 mois en chimio à peu près. En fait, j'allais à l'hôpital 3 jours toutes les 3 semaines. Alors je dis toutes les 3 semaines, ça c'était le protocole, mais après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chimios, ça tue toutes les cellules, bonnes comme mauvaises. T'es là vraiment pour ces produits chimiques à fond, mais au moins on est là pour détruire vraiment tout ce qui est mauvais, quoi. Mais en même temps, ça détruit aussi les bons, donc bah, il faut se remettre entre chaque séance. Donc on, on, on- on regarde ton niveau de plaquettes, on regarde ton niveau de défense immunitaire pour savoir si tu peux remonter pour accepter une autre séance encore. J'ai dû faire 6 séances au total. Euh, et au final, ce qui est un peu lourd et douloureux pendant que tu fais des chimios, c'est le côté, bah, vu que ça détruit même toutes tes défenses immunitaires, c'est que t'as plus de jus, quoi, en quelque sorte. T'es fatigué tout le temps, t'essaies, le peu d'énergie que t'as, tu essaies de te remettre de tes séances. Euh, et au final, c'est bizarre à dire, mais moi j'ai très peu de souvenirs de cette période parce que je pense que je dormais tout le temps. J'avais, j'allais plus à l'école. La seule chose que je faisais, c'était quand même un entraînement et les matchs le week-end de basket. Tu vois, comme quoi j'avais besoin encore du sport pour essayer de vaincre la maladie, pour essayer de bien dans ma tête. Moi, c'est ça qui m'aidait énormément. J'avais quand même des cours de maths. En fait, j'avais de bonnes relations avec ma prof de maths parce que j'adorais les maths. Et du coup, je me suis dit, bah, donne-moi tous les cours de maths, comme ça, l'année prochaine, quand je repasserai le bac, je cartonnerai encore plus. Donc voilà, c'était au moins pour garder un minimum de trucs. Et j'avais pris des cours d'anglais parce que j'étais pas bon aussi en anglais. Et donc du coup, j'avais pris le côté que j'aimais bien et le côté que j'étais vraiment mauvais. Et j'avais gardé ça plus le sport. Donc vraiment les choses très limites. Et ensuite, ce qui s'est passé, bah, c'est pour enlever la tumeur, ils se sont rendus compte que le nerf passait dedans. Donc opération, et c'est lors de l'opération qu'on se rend compte que bah, il faut sectionner le nerf. Et je pense que ça, c'était hyper douloureux pour moi. C'était c'était hyper douloureux dans le sens où j'étais pas préparé à être en situation de handicap.
Moi, au moment où il m'annonce que qu'il a dû couper le nerf, je me suis dit putain, il vient de me flinguer la vie cet enfoiré. Et au final, le médecin, tu sais, j'étais sportif, mais pas sportif de haut niveau non plus. Donc du coup, c'était grave pour moi, mais c'était pas non plus la fin de ma vie. Je pense que t'es sportif de haut niveau à ce moment-là, on t'annonce un truc comme ça, t'as un accident, tu mets vraiment du temps à t'en remettre. Moi, j'ai eu du mal, mais en même temps, en plus, il m'a dit un truc, le médecin, c'est que pour enfoncer un peu plus le truc et mettre la tête sous l'eau, il me dit que je pourrais plus remarcher normalement et je pourrais plus courir. Je dis, ouais, vas-y. Tu sais, c'est un peu les médecins qui sont là à dire voilà tout ce que tu pourras plus faire. T'es déjà malade, genre, il dit je viens de te sauver la vie, mais voilà tout ce que tu pourras plus faire. Je suis bah. Et au moment où il m'a dit ça, moi, ce qui était hyper intéressant, c'est que moi, il faut pas trop me dire ce que je peux pas faire. C'était un peu, ça m'a piqué au vif. Il me dit, tu pourras plus jamais courir. Je me dis, mais tu vas voir si je peux pas courir à nouveau. Et en fait, j'ai mis un point d'honneur à ça. De lui montrer, de lui prouver que je pouvais faire des choses encore comme avant. Donc, je suis reparti de l'hôpital avec mes béquilles parce que je pouvais pas encore marcher suite à l'opération et je fais mes séances de kiné, je vais en centre de rééducation et là je leur dis vraiment on fait tout pour pas que ça se voit, on fait tout pour que je réapprenne à marcher normalement. J'avais vraiment ce point d'honneur, donc j'ai vraiment réappris à le faire. Donc premier combat pour moi à faire ça et ce qui m'amène à faire c'est que je cache le handicap. Vu que je marchais normalement, et bah je me suis dit ça y est, j'ai dépassé le truc, le handicap il n'existe plus. Et je vais le cacher hyper longtemps jusqu'à mes 30 ans. Et ça c'est quelque chose de pas que je regrette parce qu'il me fallait peut-être ce temps d'acceptation, mais j'aurais aimé le vivre différemment, avec du recul maintenant. Et c'est ce que j'ai envie de faire changer un peu maintenant comme mentalité chez les gens. Moi, je sentais que en quelque sorte, j'étais pas assez handicapé. C'est fou de dire ça. Tu sais, j'avais un handicap, mais pas assez. Je suis pas en fauteuil. Je peux faire encore plein de choses. Je peux faire presque tout comme avant. La seule chose que je peux pas faire, c'est de monter des marches comme tout le monde parce que je peux plus m'appuyer sur la jambe droite. Je peux pas la plier en quelque sorte. M'appuyer en la pliant. Donc c'était la seule chose. Mais après, tu prends l'ascenseur quoi. C'était pas très grave. Donc je pouvais faire tout comme tout le monde. Et le fait de savoir ça. Euh, genre le fait de bien cacher les choses, ça, ça m'a pas permis de prendre conscience qu'en fait cette différence que j'avais, cet handicap, pourrait m'aider à faire d'autres choses encore plus grandes dans ma vie. C'est cette singularité que j'ai eue. En fait, la vie, elle m'a offert un cadeau. Je l'ai pas vu comme ça. Moi, elle me dit à un moment, la vie, t'a mis des obstacles. T'as dû travailler, t'as dû combattre ces obstacles pour être plus fort. De toute façon, tout le monde rencontre des obstacles et à la fin, quand tu arrives à les surmonter, tu es vraiment plus fort. Mais j'avais pas vu cette opportunité. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette mentalité de me dire tout ce qui m'arrive, c'est une opportunité. Comment je peux transformer ça en quelque chose de fort ou de positif. Et je pense qu'à 18 ans, j'avais, j'avais pas cette maturité aussi, mais j'avais pas non plus de modèle de gens qui aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement de gens inspirants que je rencontre. Même pas forcément dans le sport, mais aussi des gens qui rencontrent des difficultés dans leur plus jeune âge, des choses comme ça, qui arrivent à dépasser ça et qui ont surtout cette maturité, surtout chez des jeunes, certains que je rencontre, où je me dis mais waouh, tu m'inspires aussi, même s'il est plus jeune, et j'aurais aimé que ces gens-là qui m'inspirent aujourd'hui soient là quand j'étais pas au plus bas, mais où j'avais besoin euh, Mm. de modèles en me disant c'est ça qui t'aide et qui te pousse à aller un peu plus loin, c'est d'avoir des modèles, mais des vrais modèles, pas les gens de télé-réalité ou des gens qui réussissent en disant mais tout est facile, regarde, j'ai gagné comme ça. Non, non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais c'est l'image qu'on donne. Et, euh, Mm. et c'est ce que j'ai envie de véhiculer aussi auprès des jeunes quand je rencontre dans les écoles, que le modèle de des gens qui, moi, m'inspirent, c'est des gens qui croient en eux, des gens qui sont curieux et des gens qui bossent, quoi.
Et il n'y a qu'en faisant ça que tu vas réussir, en ayant confiance en toi, en découvrant aussi ta passion, ta différence, ta singularité par rapport aux autres. Et c'est un peu à travers tout ça. Le sport aide beaucoup à prendre ça au niveau de valeur, au niveau de soi-même, je trouve. Le dépassement de soi. Le sport Hmm. aide beaucoup là-dedans. À moi, m'aide beaucoup. Hein. Ah, c'est très beau ce que tu as partagé, Mathieu. C'est très, très beau, très, très puissant comme message. On se rejoint sur ce message-là, même si on a des parcours différents, mais quelque part, on a tous des parcours différents, mais j'aime bien dire que la vie d'un homme, c'est un peu la vie de tous les hommes parce que euh, on a tous un processus d'éveil par rapport à notre vie et on se pose tous des questions similaires, on ressent tous des émotions similaires. Et tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que quelque part, de ton parcours, tu en as fait une force. Euh, et puis, tu t'es rendu compte que il y avait autre chose que la force. Il y avait peut-être un cadeau d'être différent Mm. et de faire de cette différence quelque chose, un message à apporter pour les autres. Ouais, mais c'est exactement ça. Je pense que le cadeau de cette différence, au final, c'est top. Parce que tu sais, quand t'es jeune, on te dit, tu sais, un peu d'être comme tout le monde, on te donne la voix, même à l'école, hein, on te dit vraiment, on dit trouve ta voix, mais bon, il faut être un peu plus curieux dans la vie, faut cultiver cette curiosité, je pense, d'essayer, d'échouer surtout. Je pense qu'on cultive pas assez cette culture de l'échec. On dit tout le temps à l'échec, on va pas trop en parler, on dit rien, et ainsi de suite. Mais non, c'est tellement important de montrer aux gens que, en fait, ceux qui réussissent, ils ont échoué des milliers de fois. Mais on montre pas ça. On retient que le succès de ces gens-là. Et du coup, bah, faut pas en parler. Tu dis, ouais, moi, je réussis pas, j'ose pas. Et du coup, bah, plus on a ça dans la tête, plus en plus, tu as des gens qui disent tu n'y arriveras jamais. Il y a toujours des gens parasites autour de toi qui diront c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Je dis non, mais ça, c'est ta vie à toi. Moi, laisse-moi vivre la mienne. Et ça peut être même des parents qui disent non, mais va pas dans cette voie-là, c'est bouché, Hmm. c'est trop dur, et ainsi de suite. Mais est-ce que tu sais ce qui m'anime au fond de moi? C'est quoi ma flamme? Est-ce que si tous les jours je fais ça, je serais pas excellent? Après, la passion fait que tu travailles plus dur parce que tu n'as pas la sensation de travailler. Mais je trouve que ça, c'est hyper important. C'est vraiment d'aller chercher les choses qui nous passionnent pour, euh, pour faire de grandes choses. Et moi, c'est ce cadeau de vie, de me dire que je suis différent, bah tant mieux quoi. J'étais, je pense, à être un peu comme tout le monde. J'avais des passions, j'étais curieux de certaines choses, mais il n'y a pas cette flamme, tu vois, il n'y a pas vraiment cette chose qui te singularise tellement, où j'avais pas trouvé ça, en tout cas, à l'époque, qui me permet de me dire, en fait, bah, tu peux faire quelque chose de grand avec ces différences. Euh, et ça t'ouvre des portes une fois que tu l'as compris. Hein. Il y a tellement Hmm. de, tu sais, on se rappelle tous des années du collège pour les jeunes, où c'est pour moi une période hyper compliquée quand je vois en termes même d'harcèlement ou des choses comme ça, parce que dès que tu es différent, c'est super dur. Tu as besoin de t'affirmer, tu te transformes, tu es adolescent, tu as besoin de te trouver, tu sais pas trop où tu es. Et vraiment, le message que j'essaie de leur de leur transmettre, c'est de dire, mais vous verrez que tous les gens qui vous critiquent quand vous êtes à cette école-là, à ce moment-là de la vie, et qui vous disent, ouais, t'es différent, on va te critiquer, ainsi de suite, s'ils arrivent à garder assez de confiance en eux et qu'ils arrivent à prendre cette différence après, dans les années après, c'est surtout eux qui réussissent. Et ceux qui critiquaient, bah eux, ils font rien. Et ils sont jaloux de ces gens-là en disant, ah, en fait, bah ouais. Mais à l'époque, c'était les meilleurs du collège, quoi, parce que ils avaient cette force de critiquer les autres. Et nous, on n'avait Hmm. pas cette force à combattre ce système où il faut être comme tout le monde. Ah, c'est un très bon message. Je te rejoins totalement. Ça m'a fait beaucoup écho par rapport à ma vie et ma jeunesse aussi. Et, euh, et la question que je voulais te poser, après on parlera de ton parcours sportif aussi, bien Ouais, sûr, parce que ça a été aussi quelque chose de très important pour toi dans ton chemin, aussi personnel et professionnel. Juste pour revenir avec ça, qu'est-ce que cet incident, quelque part, t'a apporté dans ta vie?
Moi, mon cancer m'a apporté une chose, c'est qu'aujourd'hui, déjà, j'ai vu la vie différemment. Je me suis dit, j'ai frôlé la mort. Le temps, il est précieux. Qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà, ça a changé quelque chose Hmm. sans faire du sport, mais ça a changé quelque chose, c'est que j'étais pas mauvais à l'école, mais j'avais des facilités. C'est-à-dire que je bossais pas plus que ça. Quand je suis revenu à l'école, je suis devenu excellent. C'est-à-dire que j'ai vraiment cherché la performance. Je me suis dit, j'ai de la chance d'être à l'école, j'ai de la chance de pouvoir. Donc en gros, t'as plus de temps. La vie, elle est courte, quoi. Elle peut être courte. Donc vas-y, fais des choses. Donc moi, ça m'a permis de voir ça comme ça. Et après, ça m'a appris bien plus tard, à travers le sport, qu'au final, mon handicap pouvait m'amener à être sportif de haut niveau. J'aurais jamais pensé jeune à être sportif de haut niveau. J'avais jamais. Alors, moi, mon idole, hein, c'est Jordan. Je me réveillais la nuit, je regardais ses matchs, je voyais cette culture, ça, il me faisait rêver parce que voilà. Mais jamais je me suis dit, tiens, je vais faire les jeux comme lui, tiens, je vais être basketteur professionnel. J'avais pas cette ambition particulière. Et l'handicap m'a permis d'avoir une seconde vie, de me dire qu'en fait j'ai une seconde chance dans ma vie en me disant bah en fait tu peux faire maintenant d'autres choses qui n'étaient pas prévues et du coup ça a changé aussi ma philosophie de vie de me dire qu'en fait on a plusieurs vies dans une vie. À chaque traumatisme, à chaque événement dur qu'on peut rencontrer dans sa vie, une fois que tu as rencontré ce problème-là et que tu as réussi à l'accepter, et bah du coup tu peux faire de nouvelles choses. Tu vas faire des choses différemment. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui je fais du sport différemment. Je le fais en Hmm. sport, donc je le fais pas pareil. Tous les mecs qui font du badminton à côté de moi, bah je fais pas du badminton, je fais du para-badminton. Je fais du badminton différemment d'eux. Je m'adapte avec mon handicap. Il y a des choses communes, c'est certain. On a la même passion du même sport, des mêmes sensations, du bruit que ça fait, du cardio qu'on peut avoir, des échanges. Après, je fais pas le même sport exactement, donc c'est pas la même tactique, c'est pas la même philosophie, c'est pas la. Je joue Hmm. même sur un demi-terrain, donc c'est pas la même chose encore. Euh, mais ce qui me plaît, c'est ça, c'est que je peux faire des choses différemment. Et c'est ça qui ma plus grande leçon, c'est ça, c'est que je peux avoir plein de vies et en fait, une fois que tu rencontres quelque chose, tu te rends compte, genre, il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie, euh, au lieu de dire, ah, mince, je peux plus faire comme avant, c'est, ouais, qu'est-ce que je peux faire maintenant de différent euh, d'avant en fait. Il faut vraiment faire le deuil de sa vie passée en te disant que ta nouvelle vie, elle peut être encore plus grande parce que tu as une singularité ou tu as quelque chose de différent. Et là, aujourd'hui, voilà, je peux jouer debout, je peux faire des choses comme ça. J'en sais rien, mon état de santé ou ce qui peut m'arriver, je suis pas à l'abri aussi d'un accident de voiture. Ça serait chiant, mais ça me, voilà, tu vois, des choses qui pourraient t'arriver dans la vie où tu pourrais être encore plus atteint physiquement ou mentalement. Bah, qu'est-ce que tu peux faire encore de différent avec cette autre vie encore? Et de rebondir, hein. On parle beaucoup de résilience. C'est des termes qu'on utilise beaucoup, mais c'est exactement ça. C'est comment rebondir après des échecs ou rebondir après un traumatisme. Hmm. Non, très puissant, Mathieu. Merci pour ton témoignage, un témoignage incroyable, une histoire unique aussi, et que c'est beau ce que tu fais aujourd'hui, tu le partages. J'ai vu que tu es autiste, il y a un peu devant. J'ai vu que tu étais aussi conférencier, que tu intervenais, tout ça. Donc ça, c'est une grande richesse d'avoir des personnes qui osent aussi comme toi. Mais ça passe par une phase d'acceptation totale et après de se dire, ben, de ma vie, je vais en faire mon plus beau message et pour inspirer, redonner. Je pense que c'est la plus grande richesse, elle est là. C'est bien les médailles, c'est bien d'avoir un statut, c'est bien de si, mais la plus grande richesse, elle est dans ce que l'on donne. C'est, ouais, Mm. tu me diras ce que t'en penses, mais. Ah, mais ouais, désolé, je te coupe par rapport à ça, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on peut faire des choses pour soi. Euh, Moi, à un moment, je me suis dit, j'ai aussi ce devoir et j'aurais tellement aimé, mais vraiment jeune, d'avoir des gens, des modèles qui disent, non, mais mon petit Mathieu, tu verras que plus tard, moi, j'ai fait ça et c'est de donner un peu cet élan de dire, en fait, tu peux faire de grandes choses et je dis pas que j'ai perdu du temps,
j'ai fait d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai fait des études, j'ai fait une école d'ingé, j'ai appris d'autres choses. Qui m'aident aussi dans mon métier d'aujourd'hui, même en tant que sportif de haut niveau, parce que ça m'a permis de gérer une gestion, on va dire, d'entrepreneur. Mon diplôme d'ingénieur m'a aidé à côtoyer plein d'entrepreneurs. J'ai essayé de monter des startups qui ont merdé, qui ont échoué, mais j'ai appris. J'ai appris tellement de choses qui font que je l'utilise aussi aujourd'hui même dans ma carrière pro de sportif, en me disant bah derrière il faut constituer ton équipe, il faut communiquer, il faut trouver des partenaires. Donc tout ça, ça m'a aidé. Donc je dirais pas que j'ai perdu du temps, mais j'aurais vraiment aimé qu'on me dise bien plus tôt, en fait, ta singularité, il faut pas la cacher. Et j'aurais gagné des années où je serais plus heureux, je pense. Mais bon, Hmm. mieux vaut tard que jamais. Hmm. Excellent. Là, Mathieu, excuse-moi, je vais rentrer un peu. C'est la tempête dehors chez moi, là. À Tenerife, c'est rare, mais il y a un mini tsunami qui arrive. Alors, attends, je vais rentrer. Tranquille. Tu Moi, m'entends? ouais, moi je t'entends bien. Moi, c'est rare. Il fait Yes. plus. Alors, attends. Nickel, nickel. Je te reprends ici. Euh, du coup, tu disais, par rapport à ton histoire et ton parcours de sportif, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'orientes dans le para-badminton? Et quand même, donc, tu as eu un parcours aussi incroyable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va se matcher? OK? Qu'est-ce qui fait que ça Ouais. va se matcher? Qu'est-ce qui fait que tu vas performer, que tu vas prendre plaisir dans ce domaine-là? En fait, je pense que pour moi, la vie est faite d'opportunités et il faut les saisir. Il faut les saisir au bon moment et il faut les voir. Après, on peut se les créer aussi, ces opportunités, on va les chercher. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je veux faire les Jeux paralympiques, ça c'est mon rêve. Je fais du badminton, ça me plaît. Du coup, je vois que je me renseigne, est-ce que ça existe tiens, ça s'appelait même pas en para-badminton à l'époque, je sais même plus quel nom ça avait, mais voilà, en handisport, est-ce que le badminton ça existe pour les personnes en situation de handicap? Et juste en me renseignant, il faut quand même faire les démarches. C'est ça qui Hmm. était compliqué à l'époque, c'est que c'est pas quelque chose qui te vient à toi. C'est à toi de faire des démarches pour voir est-ce que ça existe. Maintenant, on communique de plus en plus, même la Fédération française de badminton communique beaucoup dessus. Euh, mais à l'époque, ça communiquait pas encore, c'était tout nouveau, ça se développait. Et je pense même qu'on a encore plein de travail à faire sur ce sujet-là dans tous les sports, de se dire que dans n'importe quel sport, on peut adapter les choses. Mais c'est à toi de savoir, voilà, tiens, je suis à tel endroit, est-ce que j'ai un club handi à côté de moi, est-ce que je pourrais pratiquer, comment on fait, c'est quoi les règles, c'est quoi les catégories de handicap. Bon, bref, tout ça, c'est compliqué. Mais une fois que tu as cette envie de dire, allez hop, je vais faire du sport, donc je vois les championnats de France qui sont annoncés. Euh, je contacte du coup le sélectionneur national qui organise aussi des stages. Il y avait un déplacement international et je lui dis voilà, je loupe les championnats de France, mais ça m'intéresse beaucoup le para-badminton. Ça fait 2 ans que j'en fais. Ça me plaît bien, j'ai un handicap. Comment on fait? J'aimerais bien me faire classifier, voir dans quelle catégorie de handicap je peux faire. Et une fois que la classification, ce qu'il faut pour un peu expliquer ce que c'est des médecins, des kinés qui, lors d'une compétition, Hmm. on arrive avec un dossier médical et dans chaque sport, il y a des catégories, il y a des critères à avoir et en fonction des critères de handicap qu'on a, ils nous définissent dans une catégorie. Et en fonction de cette catégorie-là, bah, on est plus ou moins compétitif en fonction de son handicap, mais l'objectif, c'est d'équilibrer le maximum et de trouver une équité en fonction de l'handicap de chacun. Donc, on met en fait quelqu'un dans une case, et dans cette case-là, bah, tu peux avoir un handicap très fort par rapport à quelqu'un qui a un handicap très faible, mais l'objectif, c'est de rentrer dans cette case. Donc, je vais faire cette première classification internationale où je suis dans une catégorie qui s'appelle SL3, donc je joue sur un demi-terrain. Et typiquement, moi, ça m'aide sur ma pathologie, c'est-à-dire que par rapport à mon handicap, je suis plutôt dans les gens qui ont un handicap pas trop gros en quelque sorte, ou en tout cas qui me permet d'être euh, euh, ouais, en bonne concurrence avec les autres. C'est-à-dire que
avec mon type d'handicap, typiquement, je ne ferais pas d'athlétisme. Parce que je concourrais avec des gens qui ont des lames. Et moi, avec ma jambe raide, j'ai zéro propulsion. Je sais que je serais pas compétitif dans cette catégorie face à des gens qui ont des lames. Et pourtant, tu te dis, une personne qui est amputée par rapport à quelqu'un qui a une jambe, c'est plutôt avantageux. Ça dépend des sports. Ça dépend des catégories, ça dépend de tout ça. Donc voilà, donc je me lance là-dedans et puis après c'est vraiment une ascension progressive, c'est-à-dire que je vais faire les championnats de France, donc je suis classifié à l'international. Après je fais les championnats de France 2 mois après et dans les championnats de France, je suis champion de France direct dans ma catégorie. Donc il faut savoir que après il n'y a pas non plus un gros développement, donc c'est-à-dire que la concurrence elle est peut-être plus faible. Mais voilà, il faut y être, il faut faire des matchs et avec mon type de handicap, donc je suis champion de France et depuis, j'ai pas lâché ce titre depuis que j'ai commencé parce que j'ai continué au fur et à mesure à travailler. Mais c'est-à-dire que voilà, 2015 quand je commence le para-badminton, c'est ce titre de champion de France. L'année d'après, championnat d'Europe. Je fais du double avec Lucas Mazur et on est champion d'Europe. Donc voilà, ça monte. Et en 2016, ils annoncent aussi que le para-badminton rentre aux Jeux de Tokyo. C'était pas encore un sport paralympique. Et le fait d'annoncer ça, et moi c'était une ascension qui montait. Je m'entraînais pas autant qu'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que je m'entraînais comme je pouvais dans mon club. Il n'y avait pas de structure spécifique pour ça. J'étais pas encore sportif de haut niveau. J'étais sportif qui cherchait des entraînements et qui demandait à tout le monde de pouvoir s'entraîner, m'entraîner les soirs après le boulot, le week-end quand je pouvais. J'ai cherché à aller dans des stages, que ce soit dans ma région ou des stages para. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un maximum et d'apprendre. Et plus ça monte, ils annoncent que c'est aux Jeux paralympiques. Et là, ils annoncent aussi que j'ai le simple. Et donc, voilà, je me dis, en fait, voilà, il faut que je me lance dans l'aventure. Et pour me lancer dans cette aventure, il faut que je devienne pro. Parce que ce sport-là, c'est le badminton. Et le badminton, en fait, c'est un sport asiatique. À part en Europe, il y a les Danois qui sont très forts, les Anglais, les Français, on est très forts aujourd'hui. Mais à côté des Asiatiques, c'est-à-dire des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Malaisiens, des Indonésiens et des Thaïlandais, eux, il y a plein de pépites chez eux. Ça en pousse tous les jours, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette culture-là. C'est pour certains le sport national. Il y a là, j'ai oublié, mais voilà, tous ces sports là-bas où c'est vraiment très prononcé. Donc du coup, je dois devenir professionnel pour concurrencer, pour être. Eux, ils sont tous pros dans leur pays quand même. C'est-à-dire qu'ils ont leur gouvernement qui les paye et ils les détachent pour s'entraîner tous les jours. Donc je me dis, il faut que je mette en place cette structure-là. Donc j'arrête de travailler, j'arrête mon métier de consultant là-dedans. Je fais une petite structure conventionnelle. Ça me permet de toucher un peu le chômage en attendant de trouver des sponsors. Merci la France, du coup, hein, on profite aussi de chaque statut. Et donc du coup, c'est ce qui me permet de vivre et en même temps, je m'entraîne et je rentre au Crêpes d'Île-de-France dans un pôle espoir où il n'y a que des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans, tous des valides et je m'entraîne là-dedans depuis le début. Mes entraîneurs me disent même encore à l'époque, ils me font t'étais vraiment nul quand t'es arrivé et maintenant allez on voit que tu commences à être un badiste. Mais voilà, c'est vraiment une progression et puis là je reviens de compétition et même pour pour montrer aussi l'évolution que j'ai, c'était qu'en 2015 je rencontre l'actuel numéro 3 mondial et au championnat du monde il met 21-3 et 21-7 2015. Je l'ai joué la semaine dernière, je gagne le premier set et je perds au troisième 21-19. Avant, je me faisais éclater et là, je sais qu'à la fin du match, il est très content d'avoir gagné parce que je pouvais aussi gagner, je n'ai pas réussi à le faire. Je suis à plus grand chose,
Mais ce qui, moi, m'importe, c'est qu'au final, l'écart se resserre entre le top 3 mondial, quoi. Mhm. C'est ça qui est fou, c'est que bah, après, je travaille dur aussi à l'entraînement pour ça, mais que j'ai fait les bons choix. Au final, j'ai fait les bons choix de m'entraîner, de m'arrêter, euh, après, tu m'as pas posé encore la question, mais un de mes gros échecs, même sportifs, c'est Tokyo. Tu vois, j'avais dit que les premiers jeux, c'était à Tokyo. Donc, je me suis entraîné 5 ans au moment où je me suis même arrêté de bosser pour aller à Tokyo. Et j'ai échoué ma qualification. Pendant un an, on devait faire des tournois. Et en fait, ils prenaient le top 6 mondial pour aller au jeu. Et je suis arrivé septième. Et vraiment, à quelques points le septième, il m'est passé devant à la dernière compète. Euh, j'ai pas réussi à faire cette pression. Il m'a manqué plein de détails sur l'ensemble de cette année qualificative. Et, euh, et pour moi, c'est le plus gros échec que j'ai rencontré. Mhm. Sportivement. Je voulais tellement y aller. Voilà, et comment tu rebondis de ça, en fait, déjà, il y a beaucoup de gens et beaucoup de soutien autour de moi qui m'ont aidé aussi à dépasser ça en me disant que c'était pas le bon moment. Bah, il y a les Jeux de Paris qui arrivent derrière, mais c'est facile. Hein, j'ai beaucoup cette image-là sur les Jeux de Tokyo où au final, ma course pour aller aux Jeux, c'était un long marathon. Et j'avais cette image et j'ai essayé d'expliquer aux gens ma déception. C'est un peu c'est comme si tu as couru un marathon, c'est dur, c'est éprouvant, et tu arrives devant la ligne d'arrivée, en tout cas tu vois la ligne d'arrivée au fond, et là on te dit non, non, t'as pas le droit de passer là. Par contre, Mhm. et les gens ils disent, ah mais c'est pas grave, fais marche arrière, et t'as les Jeux de Paris, et t'as un autre marathon de l'autre côté. Je suis, mais laissez-moi prendre 2 secondes pour me dire, il faut que je retrouve l'énergie pour refaire un autre marathon, quoi. Et oui, il faut retrouver cette énergie pour repartir, mais on a besoin aussi de ce temps soufflé. Euh, j'ai pris Mhm. ouais, 3-4 mois après les Jeux, donc de septembre à janvier, pour reconstruire mon projet, à me dire où j'ai échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, à retrouver. Je m'entraînais toujours, mais pas avec un objectif clair de où je voulais aller, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc j'ai rechangé des choses. J'ai pris un deuxième entraîneur avec qui je m'entraîne. Euh, j'ai changé de préparateur mental. J'ai changé. Euh, j'ai pris un coach sportif aussi, genre un préparateur physique aussi dédié. Euh, voilà, en fait, j'ai identifié toutes les choses que je devais changer pour ne laisser rien au hasard pour Paris. Parce que Mhm. là, je veux y être. Et j'ai loupé de pas grand-chose. Et je me dis, bah voilà, maintenant, et ça veut pas dire non plus que je vais y aller à Paris. Mais en tout cas, je mise tout pour le faire. Et là, franchement, si j'y vais pas, c'est que j'ai pas compris grand-chose, quoi. Mais voilà, l'idée, il est là, c'est de vraiment mettre tout en place pour ça. C'est très intéressant. Merci Mathieu pour ce que tu as partagé. Tu as parlé du processus et par rapport à toi, de ta vie, de ton développement dans ce sport. Tu nous as partagé tout ce processus-là et c'est très intéressant parce que ce processus-là, que ça soit handisport ou sport normal ou entrepreneur ou quoi que ce soit, ça se rejoint énormément. Si on essaie des choses, il y a des choses qui nous animent, on a un peu de résultats, on continue, il y a des échecs, des fois on travaille énormément et puis c'est une grosse claque. Mm. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie et comme tu l'as dit, l'essentiel c'est d'arriver à se poser aussi, à respirer, à souffler et pourquoi pas prendre un crayon et un papier, se dire ben, qu'est-ce que j'ai merdé, comment je peux améliorer du moins et repartir sur une belle lancée avec un bel objectif comme tu as pour Paris. Et en tout cas, nous on va être là, on te soutient. Et il n'y a pas de raison, Paris ça va être la folie. Donc je pense que la motivation est grande pour tous les sportifs qui vont participer au JO. Ça fait 100 ans, je crois, que ça n'a pas été à Paris, donc il va y avoir une grosse ambiance. Les Euh, Jeux Olympiques, ça fait 100 ans. Et par contre, ça sera la première fois qu'il y a les Jeux Paralympiques à Paris aussi. excellent. Parce que Donc, il y a 100 ans, les Jeux Paralympiques n'existaient pas. il y a moyen de marquer l'histoire.
voir. Et après aussi, là, ce que tu disais sur le processus, ce que je trouve intéressant et même ce que je peux partager, c'est dans chaque chose que je fais, même un match, même des entraînements, il y a un outil que je fais souvent, c'est euh, qu'est-ce que je ressens, on va dire, sur ce que je viens de vivre. C'est-à-dire, je prends un exemple d'un match. Euh, Qu'est-ce que j'ai ressenti au fond de moi, comment émotionnellement je l'ai vécu. Mhm. Après, c'est qu'est-ce qui était positif dans tout ça, toutes les choses que j'ai fait positives dans voilà. Et toutes les choses négatives, qu'est-ce qui n'allait pas. Et une fois que j'ai pris toutes ces choses négatives, c'est bon voilà, qu'est-ce que je peux améliorer. Et on parle de ça sur le processus. Et moi, ce que je trouve intéressant que je ne faisais pas forcément avant et qui fait pour moi la différence aussi dans le sport de haut niveau, c'est qu'une fois que tu as listé tous les axes d'amélioration, c'est tu prends chaque axe d'amélioration et tu passes sur un engagement. Tout à fait. Mhm. Dans quoi je m'engage? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Et je prends un engagement envers moi-même pour que cet axe d'amélioration, et ça prend pour moi toute une différence parce que on connaît tous les bonnes résolutions qu'on veut faire en début d'année, en janvier, en disant bon allez cette année on fait ça, on fait ça. Là, je pense que je reposerai la question avec leur liste qu'ils avaient fait en disant de bonnes choses. Bah en fait, pour moi la chose c'est bien de mettre des axes d'amélioration, mais quel engagement tu te mets pour réellement les réaliser. Et en fait, il faut passer dans l'action. Et l'engagement qu'on se met, c'est l'action qu'on met à travers cet engagement-là. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et si je peux partager ça aujourd'hui pour les gens, pour passer à l'action et surtout à s'améliorer, c'est que ça. Euh, Mhm. de, trouver, de trouver ces engagements une fois qu'on a trouvé ces axes d'amélioration. Mhm. Très intéressant, très intéressant. Merci Mathieu, ce que tu partages. Je vais te poser une question Ouais. intéressante justement par rapport peut-être pour les personnes qui dans la vie ont une grosse difficulté, comme toi tu as eu. Ça peut être un cancer, ça peut être une maladie, ça peut être voilà avoir un handicap, quelque chose de lourd, de contraignant. Si tu avais trois conseils que tu aimerais partager avec le recul maintenant, euh, pour les aider à avancer par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, ce que je dirais, déjà, la première chose, que les choses dures qui arrivent, c'est de savoir bien s'entourer et de se concentrer sur les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il faut bien identifier les personnes qui sont là pour nous aider et des gens là ouais, voilà, s'entourer des bonnes personnes bienveillantes. Déjà, c'est la première chose. Et on fait vite le tri quand il y a quelque chose qui va pas, quand ça va bien. Et même, je dirais qu'on fait encore plus le tri quand ça va bien. Parce que des gens, quand ça va pas, ils sont là autour de toi. Mais quand tu vas bien, ils sont déjà plus là. Donc, les vrais amis, on les voit, c'est ceux qui sont très, très contents et très fiers quand tu réussis. Voilà. Dans les bons et les mauvais côtés, tu vois aussi qu'ils sont là. Donc, pour moi, c'est important d'identifier ça. Parce Hmm. qu'une grosse difficulté, euh, on a un travail à faire sur soi, mais bah, il y a des coups de moins bien. Et les coups de moins bien, bah, il faut être vraiment bien entouré. Et donc pour moi, c'est important aussi d'aller vers ces gens-là qui sont là pour notre bien à nous et sans attente en quelque sorte. Les gens qui sont là vraiment bienveillants, qui sont là juste pour donner et partager de façon gratuite les choses de son temps, pour moi, ça c'est quelque chose d'important de trouver les bonnes personnes. Et après, bah, c'est d'être indulgent avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des jours avec, il y a des jours qui vont pas. Et ça veut dire que la montagne, elle est insurmontable. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va pas, bah, il faut accepter, il faut être indulgent avec soi-même aussi. Euh, Moi, je suis très dur envers moi-même. C'est ce qui me permet d'aller loin. Mais ce qui me permet aussi d'avancer, c'est aussi d'être indulgent. Et plus tu es indulgent avec toi-même, à certains moments, de dire maintenant, aujourd'hui, ça va pas, c'est pas grave. Tu, tu peux prendre sur toi et demain, en fait, c'est un peu limite, c'est fait le dos rond. On connaît tous ces enchaînements, ces lois de série où quand il nous arrive un truc, bah, tout capote en même temps. On l'a tous, on le connaît tous, mais à chaque fois, je me dis toujours, c'est ça, cette image de la roue tourne, de
fais le dos rond, t'inquiète pas, et un jour, les jours seront meilleurs plus tard si on persévère, on tient. Et pour qu'après l'herbe soit un peu plus verte, bah, faut vraiment se faire confiance, apprendre à s'aimer. C'est des trucs bateaux, je dis, hein, mais vraiment d'apprendre à s'aimer soi, je trouve que c'est hyper important pour aller un peu plus loin dans la vie et pour réaliser de belles choses. Je pense qu'on doit être en accord avec soi-même. C'est-à-dire qu'on doit être en fait, c'est pas les autres qui vont nous aider à aller très haut. C'est que soi-même. On peut compter que sur soi-même. Donc c'est très important d'être fort soi-même. Après, on peut s'aider des autres qui nous aident à tenir, mais ce qui nous permet d'avancer, c'est que soi-même. Ce qui nous permet de s'accrocher, c'est les autres. À certains moments où c'est dur. Et encore, on a la force mentale, même quand on est seul, à le faire. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui est important. L'autre conseil que je dirais, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est pas facile, mais encore, quand je disais les relations autour de soi, peut-être toxiques, hein, les gens qui disent qu'il n'y arrivera jamais ou c'est trop dur. Tous ces gens-là, il faut vraiment plus les écouter. Hein. C'est dur, mais à force de nous inculquer, de nous dire t'y arriveras pas, bah on y croit. Et notre confiance en soi, elle est au plus bas. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai 2 enfants, j'ai des jumeaux, et la seule chose que j'ai envie, en tout cas pour eux, c'est qu'ils aient une confiance en eux tout le temps. C'est-à-dire que je cherche, j'essaye, ils échouent, hein, ils échouent souvent, ils ont pas envie. Je dis non, essaye. Par contre, j'essaie de valoriser à chaque fois tout ce qu'ils font. Pas pour moi, je dis, je suis content, mais sois content de toi, sois fier de toi, tout le temps, je leur dis, tu peux être fier de toi. Je dis pas pour moi, je dis pas, je suis fier de toi. Je dis, tu peux être fier de toi. C'est le plus important, c'est qu'ils arrivent à avoir cette confiance en eux. Après, c'est de développer la curiosité pour qu'eux trouvent leur différence, qu'ils trouvent leur passion. Et une fois qu'ils ont trouvé aussi cette passion et cette curiosité, derrière, je leur inculque aussi une autre chose, c'est la persévérance. Et qu'au final, bah, si tu veux vraiment quelque chose, moi, c'est ce qui... J'ai une chance peut-être à avoir ça, c'est que tant que j'ai pas réussi quelque chose, je vais pas arrêter. Je suis buté, tu vois, ça fait bête à la fin, mais j'apprends aussi des choses, mais tant que j'ai pas réussi, je vais peut-être m'énerver sur des choses, là, c'est pas au premier, mais voilà, tant que j'ai pas réussi, je vais pas lâcher le truc. Et c'est que j'ai là au fond de moi, j'ai essayé de leur montrer, de dire, mais voilà, il faut jamais que tu lâches, parce que si tu lâches pas, tu verras que tu réussiras un jour ou l'autre. Et on l'a tous connu, et ça aussi, je le dis même à des enfants, quand je vais dans des écoles, je leur dis tous, je leur demande même de lever le doigt, de dire qui n'a jamais échoué dans sa vie. Alors plus ils sont petits et ils disent ouais, moi je réussis tout, il n'y a pas de problème. Et je leur dis juste que là, tout le monde qui est dans la salle, ils ont tous échoué 1000 fois, au moins, la même chose. Ils me regardent, ils me font, on a échoué 1000 fois la même chose, je sais pas ce que c'est. Je sais, bah, vous savez tous marcher aujourd'hui. Ouais, on sait tous marcher. Bah, pour apprendre à marcher, bah, t'as échoué 1000 fois. Tu t'es cassé la gueule petit plein de fois avant aujourd'hui et on sait tous marcher. On s'était, nous, dit à non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. En fait, nos propres limites. Si on se dit, on essaye, on apprend de nos erreurs, bah, ça fonctionne. Et voilà. Je pense que les conseils à dire aux gens, pour résumer, tu m'as posé une question, j'ai fait un monologue de 20 ans, mais c'est très intéressant. Soyez à fond, croyez en vous et soyez curieux. Non, mais ce que tu as dit, c'est les bases, les fondamentaux. Et encore une fois, je pense qu'on sait tous ce qu'il faut faire. Mais comme tu l'as dit aussi, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais décider d'implémenter. Parce que le savoir quelque part, on sait ce qu'il faut pour avoir un corps à peu près en bonne santé. On sait ce qu'il faut, tu vois. Ouais. On sait ce qu'il faut. Si tu veux développer quelque chose, si tu veux développer un muscle, ben, tu sais qu'il va falloir aller t'entraîner, qu'il va falloir de la répétition. Mais c'est se dire, et comme tu partages aussi, on sort sur ça, il faut trouver, encore une fois, comme je dis souvent, il faut trouver quelque chose qui t'anime vraiment à l'intérieur de toi. Si tu trouves quelque chose qui t'anime,
là, tu auras l'envie de faire les efforts. Et ce soir, justement, je donne une nouvelle émission qui s'appelle Spark le sommet. On va parler de ça, de trouver qu'est-ce qui m'anime, justement, parce que pour être un champion comme toi, ça fait des années que tu es dedans, tu continues, tu es là. S'il n'y avait pas un feu, s'il n'y avait pas une animation, un désir, moi je parle même de besoin viscéral, quelque chose au fond de toi, tu vois. S'il n'y a pas ça, bah, est-ce que tu le ferais? Tu ferais pas. Et tous les champions, ils continuent à être des champions si tu prends les plus grands, parce qu'ils ont vraiment si tu prends Nadal ou Federer ou machin ou des gars comme ça, ils ont une vraie passion de ce qu'ils font. Ouais, en fait, c'est le pourquoi on fait les choses. Tout Et, à fait. et cette vraie question, tu te dis, ouais, ce feu, c'est qu'est-ce qui nous anime? Ça, c'est la chose la plus importante. Et même que je travaille continuellement, même avec le préparateur mental. C'est, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te fais du mal autant? C'est quoi la vraie raison? Qu'est-ce qui t'anime Mm. au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu as approuvé? Tu vois, c'est qu'est-ce que tu as approuvé aux gens? Euh, est-ce que tu as envie de te prouver à toi-même? Mais qu'est-ce qui t'anime? Et ça, cette question-là, c'est hyper important et c'est ce qui nous permet pour moi, comme tu dis, d'aller loin dans tout ce qu'on fait. Que ce soit un entrepreneur, que ce soit un sportif, que ce soit même dans l'art, qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi on fait Tout à ça? fait. Et le pourquoi, il est essentiel et je dirais, euh, ce qui peut faire peur, c'est quand on n'a pas le pourquoi. Tu vois, je disais, j'essaie d'inculquer la curiosité aux enfants parce que plus tu es curieux, plus bah, du coup, tu te poses des questions en quelque sorte. Et tu arrives à aller chercher ce pourquoi. Mais si on n'a pas cette culture-là, où on nous a pas enseigné ça, on te dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand t'es en troisième, dans quelle orientation? Bah, j'en sais rien, moi, où je veux aller. Mais qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie, hein? C'est important, choisis maintenant. Déjà, y a rien de gravé de marbre, quoi. Le nombre de personnes qui font des reconversions professionnelles et ainsi de suite. L'idée, c'est teste, fais quelque chose, cherche, Exact. anime. Et si tu trouves pas tout de suite, bah, c'est pas grave. Au moins, teste. Mm. Mais sois curieux, va dans quelque chose et tu dis au bout de 2 mois, bah, ça m'intéresse déjà plus. Bon, bah, c'est pas ça. Mais vois d'autres choses. En fait, c'est ça qui est important. On a cette peur, un peu comme quand tu écris quelque chose de la page blanche ou cette peur de dire merde, j'ai pas de passion, moi. On est tous passionnés par quelque chose. Soit on le sait pas, en fait, mais il y a toujours Mm. d'anime. Et on l'a pas forcément trouvé. Et je trouve, et pourquoi je dis cette chance, moi, de l'handicap, apporter quelque chose. On m'a apporté quelque chose qui me permet de me dire, bah, tiens, et creuse avec ça, en quelque sorte. Et la vie t'apporte ça. Et je pense que quand on est à l'écoute aussi de choses, c'est une mentalité aussi à avoir, hein, mais quand tu es à l'écoute de choses, du temps, des choses qui sont autour de nous, quand je parle de curiosité, mais c'est ça, c'est d'être à l'écoute des gens, et ben, c'est là où tu te rends compte Exactement. que tu peux découvrir des choses qui t'animent et puis et bon, après ça c'est avec l'âge hein, je pense mais plus je me rends compte que en fait c'est pas ce qu'on fait qui est important c'est avec qui tu le fais Mm. ça, les relations humaines avec qui tu fais ça Exactement. a Exactement. sens et ça c'est vraiment important et c'est pour ça que je sais que je vais réussir à Paris c'est parce que maintenant je sais avec qui je fais ça j'ai choisi vraiment l'équipe avec qui j'ai envie de le faire et ça ça change tout parce que j'ai une sérénité et j'ai surtout on sait où on va tous et on prend plaisir à faire tout ça tous les jours. Mm. Que c'est cette notion, là je repartage encore un autre truc sur le plaisir et tu sais on pense toujours que tu sais le bonheur il réside en haut du sommet et j'ai oublié la personne qui disait ça mais en fait le bonheur il réside dans la façon de la gravir. Tout à fait. C'est pas le bonheur. En fait, on est toujours à dire ouais, moi je serai heureux quand j'aurai atteint ça, ça. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est kiffe tous les jours de ce que tu fais, et c'est ça qui fera qu'à la fin, bah, on va dire, c'est la cerise, où t'es arrivé. Mais le plus important, pour moi, c'est vraiment de prendre plaisir chaque moment d'entraînement,
de tout ça qui font que chaque quotidien, toute cette ascension, on va prendre plaisir et avec les bonnes personnes. Encore une fois, qui t'as choisi pour prendre dans ton aventure, tu les emmènes là-dedans et après on kiffe pour arriver à faire quelque chose de grand. Mais c'est qu'un résultat, c'est un peu comme ces grands leaders qui guident des gens vers Mandela sur l'apartheid, les choses comme ça, à ces grands hommes. Bah, ils ont réussi à convaincre tous ces gens pour des convictions, une idée, mais c'est la façon qui est beau, comment pour le faire. La finalité Exact, est bien, mais c'est la façon dont comment ça a été fait. Voilà, c'est exactement. pas fou. Moi, il m'inspire encore. Ah, mais tout à fait, tout à fait. En tout cas, Mathieu, ça a été un échange très, très riche. Ouais, Je voulais te dire vraiment déjà un grand merci pour tout ce que tu as partagé. C'est super intéressant. Tu as partagé plein de belles choses, de beaux conseils, ton histoire exceptionnelle, comment tu as rebondi. Tu as été 13 fois champion de France, c'est ça? Badminton quand même? ouais, ouais. Champion d'Europe. C'est là, il y a 2024 qui arrive. Donc les amis, soutenez Mathieu. Ok, je mettrai son compte Instagram. On laissera le replay. Je partagerai aussi ce magnifique message sur YouTube. Suivez-le. Envoyez des messages. Parce que franchement, ton histoire est exceptionnelle. Ce que tu fais de partager ça aux autres aussi, aux enfants dans les écoles, ben, c'est quelque chose qui me touche aussi énormément. Forcément, de vouloir redonner. Donc, bravo à toi par rapport à tout ça. Merci, c'est très gentil. Et puis, ouais, on a tous quelque chose d'exceptionnel en nous. Donc, il faut juste avoir déverrouillé cette clé pour en faire de belles choses. Ben, t'as dit le mot de la fin. Merci à toi, Mathieu. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Ouais, Prends soin de toi et puis on reste en contact. À très vite. merci, Jonathan. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao, les amis. Ciao.